En septembre 2025, Andrew Huberman, figure incontournable de la neuroscience, s'est entretenu avec le neuroscientifique Christoph Koch et a alors affirmé quelque chose qui validait en un éclair un siècle entier de travaux de Carl Jung. Koch a révélé l'existence de la boîte de perception, un filtre neurologique, un mécanisme qui détermine la façon dont vous expérimentez la réalité. Et voici le choc. Les personnes spirituellement éveillées ont cette boîte brisée, ou plutôt expansée. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de disparaître de la société. Ce n'est pas un choix, c'est une évolution neurologique. Jung a cartographié ce phénomène dès 1913. Il l'a appelé l'individuation, le processus par lequel un être humain se sépare de l'inconscient collectif et devient psychologiquement unique. Mais il a également découvert quelque chose de sinistre. Chaque personne qui parvenait à l'individuation rapportait le même symptôme, un isolement croissant. Elle ne parvenait plus à se connecter à la société de la même manière. C'était comme si elle parlait une langue que personne d'autre ne comprenait. Et Jung a réalisé que ce n'était pas une pathologie. C'était le prix de la conscience expansée. Huberman vient de le prouver, neuroscientifiquement. Et que fait le monde académique? Il ignore. Car si cette connaissance se répand, si les gens comprennent que l'isolement post-éveil n'est pas de la dépression, ni de l'anxiété sociale, mais une reconstruction neurale, alors le système de contrôle s'effondre. Vous arrêtez d'essayer de vous intégrer. Vous arrêtez de consommer des solutions. Vous arrêtez de chercher la validation externe et vous devenez autonome. Et l'autonomie véritable est la plus grande menace pour toute structure. Qui dépend de la conformité. Laissez-moi vous montrer exactement ce que Jung a découvert, ce que Huberman a confirmé en 2025. Et pourquoi vous, qui écoutez ceci maintenant, avez probablement déjà ressenti cette déconnexion croissante. Pourquoi les soirées vous semblent superficielles? Pourquoi les conversations banales drainent votre énergie? Pourquoi vous ressentez une solitude existentielle, même entouré de monde? Ce n'est pas vous. C'est votre neurologie qui est en train de changer. Et Jung le savait, il y a un siècle, en 1913. Jung a commencé une expérience qui a failli le détruire. Il l'a appelée la confrontation avec l'inconscient. Pendant 3 ans, il a plongé dans des états modifiés, enregistrant tout dans le livre rouge. Et il a perçu quelque chose d'atterroyant. Plus il allait en profondeur, plus il s'éloignait des gens. Ses collègues pensaient qu'il devenait fou. Freud a rompu avec lui, mais Jung a continué, parce qu'il voyait les archétypes, les structures profondes de la psyché qui opèrent en dessous de la conscience. Et quand vous voyez les cordes qui vous manipulent, vous ne pouvez plus être manipulé. Cela vous sépare, parce que vous voyez le jeu, alors que tous les autres sont encore en train de jouer. Jung a appelé cela l'individuation, et il l'a décrit comme un processus de séparation du collectif, la persona. Le masque social que vous portez pour vous intégrer commence à se dissoudre. Vous arrêtez de jouer des rôles sociaux automatiquement et cela crée des frictions parce que la société est construite sur la prémisse que tout le monde va jouer son rôle. Travailleurs, consommateurs, parents, enfants, citoyens. Quand vous arrêtez de jouer ces rôles, inconsciemment, quand vous questionnez la structure même du jeu, vous devenez un problème, une erreur dans le système. Et c'est là ce que Huberman entre en jeu. En septembre 2025, dans l'épisode avec Christoph Koch, il a discuté de quelque chose appelé la perception box, la boîte de perception. Koch a expliqué que chaque être humain a une boîte mentale, construite par des souvenirs, des croyances et des conditionnements. Cette boîte filtre toute information qui entre. Elle décide ce qui est réel, ce qui est important, ce qui est possible. Et pour la plupart des gens,
cette boîte reste de la même taille toute leur vie. Ils expérimentent des variations à l'intérieur de la boîte, mais ne questionnent jamais la boîte elle-même. Mais Koch a dit quelque chose de crucial. Certaines expériences expansent ou brisent la boîte, la méditation, les psychédéliques, le trauma. Et quand la boîte s'expanse, vous percevez des réalités auparavant invisibles, des énergies subtiles, des schémas collectifs, des synchronicités. Le problème, vous essayez de partager cela avec des personnes dont les boîtes ne se sont pas expansées. Et pour elles, vous semblez délirant, parce que vos perceptions sont littéralement en dehors de leur boîte de réalité. C'est exactement ce que Jung a décrit. La personne individuée voit au-delà de la persona collective, percevoir des ombres que la société nie, des hypocrisies structurelles, des mensonges, acceptés comme des vérités. Et quand vous les pointez du doigt, vous n'êtes pas reçu avec gratitude, vous êtes attaqué, parce que cela menace le confort collectif. Les gens préfèrent un mensonge partagé qu'une vérité solitaire, et Huberman l'a validé. Neurologiquement, le cerveau est façonné par la répétition sociale. L'exposition constante aux mêmes narrations renforce certains circuits neuronaux. C'est de la neuroplasticité, mais aussi de l'emprisonnement. Plus vous renforcez les mêmes circuits, plus il est difficile de penser en dehors de ceux-ci. Vous perdez la capacité d'imaginer des alternatives. Et voici la connexion brutale. Quand vous passez par l'individuation, quand votre boîte de perception s'expanse, vous êtes littéralement en train de restructurer votre cerveau. Vous êtes en train d'affaiblir les anciennes connexions qui vous maintenaient alignés avec le collectif et de créer de nouvelles connexions qui vous permettent de penser de manière indépendante. Mais ce processus a un côté. Pendant la restructuration, vous expérimentez une déconnexion parce que les anciennes façons de se connecter avec les gens ne fonctionnent plus, mais les nouvelles façons ne sont pas encore totalement formées. Vous êtes dans un limbe neurologique. Jung a appelé cela la nuit noire de l'âme, la période d'isolement profond que tout individu traverse. Et il a averti que beaucoup de personnes abandonnent à ce stade. Elles retournent dans la boîte collective parce que l'isolement est insupportable. Elles suppriment leurs nouvelles perceptions, se conforment à nouveau aux rôles sociaux et feignent que l'éveil n'a jamais eu lieu. Et fonctionnellement, pour leur système nerveux, c'est comme si cela n'avait jamais eu lieu. Les connexions neurales qui étaient en train de se former se dissolvent. La boîte de perception revient à sa taille antérieure et elles redeviennent indistinguables de la masse. Mais certaines ne reviennent pas. Celles-ci complètent la restructuration neurale, développent de nouvelles façons de percevoir la réalité. Et quand cela arrive, elles ne peuvent plus, physiquement, opérer dans les structures sociales anciennes. Les soirées causent de la fatigue, les conversations triviales semblent vides, les environnements corporatifs étouffent et elles se retirent, non par arrogance, mais par incompatibilité neurologique. Et la science confirme, en 2024, Marguerite Woolacott a mené des recherches avec 7,2 millions de dollars sur les expériences spirituelles transformatrices. Elle a découvert qu'un éveil spirituel, génuin, change le cortex préfrontal. Il devient plus épais, plus dense en neurones. Mais le point crucial, le lobe pariétal inférieur gauche, responsable du sens du moi et des frontières de l'ego, montre une activité significativement diminuée. Cela explique tout. Moins d'activité pariétale signifie une dissolution de l'ego. Vous sentez moins de séparation entre vous et le monde. Vous devenez plus perméable, bénédiction et malédiction.
Vous ressentez une connexion profonde avec l'existence. Mais on perd la capacité de maintenir des frontières sociales normales. Carl Jung a décrit cela comme la distinction entre le moi et le soi. Le moi est l'identité sociale. Le soi est la totalité psychique. Et l'individuation est le processus de transfert du centre de gravité psychologique du moi vers le soi. Mais quand on fait ça, son comportement social change. On arrête de se protéger de la même manière. On arrête de jouer un rôle social, d'afficher un statut. On arrête de rivaliser pour être validé. Et pour la plupart des gens, cela ressemble à de la faiblesse ou à de la naïveté ou à un manque d'ambition, parce qu'ils fonctionnent encore à partir du moi. Et le moi interprète l'absence de défensivité comme une vulnérabilité à exploiter. Et c'est pour ça que les personnes qui s'éveillent se mettent en retrait, pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles sont incompatibles. C'est comme essayer de faire tourner un logiciel de 2025 sur un ordinateur de 1990. Les protocoles ne s'alignent pas, les langages ne se traduisent pas, et forcer la compatibilité cause une surcharge du système. Alors la personne éveillée fait la seule chose rationnelle. Elle se retire. Elle cherche d'autres personnes qui ont aussi vécu la restructuration neuronale. Et quand elle trouve ces personnes, la connexion est instantanée. Parce qu'elles opèrent sur le même protocole étendu. Mais voici le problème. Ces personnes sont rares. Statistiquement, moins de 5% de la population passe par l'individuation complète. Alors, la personne éveillée peut passer des mois, des années, sans trouver quelqu'un qui comprend réellement. Et dans ce laps de temps, l'isolement peut devenir pathologique, peut se transformer en dépression, en anxiété, en idées suicidaires. Parce que les humains sont des animaux sociaux, nous avons besoin de connexion pour survivre. Et quand la connexion authentique n'est pas disponible, le système nerveux entre en mode menace. Et voici où l'académie échoue complètement. Quand une personne éveillée cherche de l'aide, décrivant son isolement, son sentiment de ne pas appartenir, sa fatigue sociale, que fait la psychologie conventionnelle? Elle diagnostique un trouble d'anxiété sociale. Elle prescrit des antidépresseurs. Elle recommande une thérapie cognitivo-comportementale pour normaliser les pensées distordues. Essentiellement, elle essaie de forcer la personne à rentrer dans la boîte collective, parce que le modèle médical ne reconnaît pas l'éveil spirituel comme une catégorie valide. Il pathologise la transcendance. Andrew Huberman ne dira jamais ça explicitement, parce qu'il travaille au sein de l'académie, mais les outils qu'il offre, la méditation, l'exposition au soleil, la respiration contrôlée, l'exposition au froid, toutes ces pratiques expansent la boîte de perception. Elles induisent la neuroplasticité, elles affaiblissent les connexions anciennes et en créent de nouvelles. Et il le sait, parce qu'il a étudié Carl Jung. Il comprend que l'optimisation biologique n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est l'intégration psychologique. Et sans le langage jungien, sans la carte des archétypes, les gens se perdent. Ils optimisent leur corps, mais négligent leur psyché. Et éventuellement, la psyché se venge, à travers un effondrement, à travers une crise existentielle, à travers la nuit noire de l'âme. Et quand cela arrive, quand la personne optimisée se retrouve soudainement en désintégration psychologique, elle retourne à Carl Jung, parce que Carl Jung est le seul qui explique ce qui se passe. Il est le seul qui dit « Ceci n'est pas une pathologie, ceci est une transformation. Vous ne vous brisez pas, vous renaissez. » Mais la renaissance requiert la mort de l'ancien soi. Et la mort de l'ancien soi ressemble et se ressent comme une mort réelle. Parce que neurologiquement, c'est une mort. Les connexions qui ont défini votre identité pendant des décennies sont en train de se dissoudre. C'est terrifiant. Et personne ne vous a préparé à ça.
Alors les personnes éveillées disparaissent. Elles arrêtent de mettre à jour les réseaux sociaux. Elles arrêtent d'aller à des événements. Elles arrêtent de maintenir des amitiés superficielles. Et de l'extérieur, cela ressemble à de la dépression, à un isolement auto-imposé, mais de l'intérieur, c'est une conservation soigneuse de l'énergie, parce qu'elles ont réalisé que la plupart des interactions sociales drainent plus d'énergie qu'elles n'en génèrent. Et elles ont une mission plus importante maintenant, compléter l'individuation, intégrer l'ombre, développer le soi. Et cela requiert de la solitude, du temps, de l'espace, des choses que la société moderne considère comme des luxes, mais que Carl Jung considérait comme des nécessités. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. La société ne veut pas que vous vous individuiez, parce que les individus ne sont pas contrôlables de la même manière que les masses. Les individus questionnent, résistent, créent des alternatives, et les systèmes de pouvoir dépendent de la conformité. Alors, il y a des incitations structurelles massives pour maintenir les gens à l'intérieur de la boîte collective. Des médias qui promeuvent des récits uniques, une éducation qui punit la pensée divergente, une culture du travail qui glorifie le sacrifice et la conformité. Tout cela maintient la boîte de perception petite. Parce que les boîtes petites sont prévisibles, et la prévisibilité est le contrôle. Carl Jung voyait ça. Il a vécu à travers 2 guerres mondiales. Il a vu comment des masses de gens pouvaient être manipulés par des archétypes collectifs, comment des nations entières pouvaient tomber en possession psychologique. Et il a réalisé que la seule défense contre la possession collective est l'individuation. Si vous connaissez vos propres archétypes, si vous avez intégré votre propre ombre, vous ne pouvez pas être facilement manipulé par les archétypes collectifs. Vous devenez immune à la propagande, aux peurs fabriquées, aux récits simplistes du bien contre le mal, parce que vous avez vu la complexité à l'intérieur de vous. Et cette complexité vous vaccine contre la simplicité externe, mais cette immunité a un coût, la solitude, parce que la plupart des gens opèrent encore par archétype collectif. Ils ont encore besoin d'ennemis clairs, de héros simples, de récits confortables. Et quand vous ne participez pas à ces récits, quand vous refusez les rôles archétypiques, vous devenez indéfinissable. Et ce qui est indéfinissable est effrayant. Alors les gens vous évitent, pas malicieusement, mais inconsciemment, parce que vous déstabilisez leur certitude. Et c'est ainsi que les personnes éveillées disparaissent. Pas dramatiquement, mais graduellement. Elles arrêtent d'être invitées, arrêtent d'être recherchées, arrêtent d'être rappelées, parce qu'elles ne rentrent plus dans les catégories que les gens utilisent pour organiser les relations. Et éventuellement, elles existent dans un espace liminal, pas complètement hors de la société, mais définitivement pas dedans. Et dans cet espace liminal, quelque chose d'intéressant se passe. Elles commencent à se trouver les unes les autres, pas à travers les réseaux sociaux, pas à travers des événements organisés, mais à travers la synchronicité. Carl Jung a découvert que les personnes individuées expérimentent des synchronicités avec une fréquence augmentée, des coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence invisible. Et Andrew Huberman, à travers Christoph Koch, a validé le mécanisme. Le réseau de science cérébrale, la zone qui détecte les modèles pertinents, devient hyperactive dans les états de conscience élargie. Vous remarquez littéralement des connexions que les autres personnes ne remarquent pas. Et quand vous agissez sur ces connexions, quand vous suivez les synchronicités, vous trouvez les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes opportunités, pas par un effort linéaire, mais par un flux non linéaire. Et c'est ça que la société productive déteste, parce que le flux non linéaire ne peut pas être quantifié. Il ne peut pas être optimisé. Il ne peut pas être vendu comme un produit. C'est antimétrique, anti-systématique et donc anti-capitaliste, parce que le capitalisme dépend d'un effort mesurable générant des résultats prévisibles. Mais les personnes éveillées fonctionnent différemment. Elles travaillent par cycle.
des périodes d'action intense, suivies de périodes d'intégration profonde. Et pendant les périodes d'intégration, elles paraissent improductives. Mais c'est pendant ces périodes que la transformation se produit. C'est quand de nouvelles connexions neuronales se solidifient, quand des intuitions s'intègrent, quand la prochaine phase d'action devient claire. Mais essayez d'expliquer ça à un manager. Essayez de justifier pourquoi vous avez besoin de 3 mois d'intégration. Essayez de dire que vous êtes en mort et renaissance psychologique. Vous allez être viré, ou pire, médicalisé. Parce que le système n'a pas de catégorie pour ce que vous expérimentez, et ce qui n'a pas de catégorie est traité comme une dysfonction. Alors les personnes éveillées apprennent à se cacher. Elles développent une persona fonctionnelle pour les interactions sociales nécessaires. Mais cette persona est de plus en plus performative, de plus en plus fatigante, jusqu'à ce qu'un jour, elles s'arrêtent simplement. Elles arrêtent de performer et disparaissent. Et voici le protocole que personne ne vous enseigne. Le protocole hybride Carl Jung Andrew Huberman pour naviguer l'isolement post-éveil. Première phase, acceptez que vous avez changé neurologiquement. Votre cerveau opère littéralement différemment maintenant. Vous ne reviendrez pas à la normale. La normale, c'était la petite boîte de perception. Vous vous êtes élargi et l'expansion n'est pas réversible. Alors arrêtez d'essayer de vous caser dans des espaces petits. Arrêtez de forcer des connexions qui vous drainent. Acceptez que vous avez besoin de moins de connexions, mais plus profondes. Deuxième phase, optimisez votre biologie pour supporter la restructuration neurale. C'est là qu'Andrew Huberman entre en jeu. Exposition au soleil le matin pour synchroniser le rythme circadien. Exercice de résistance pour augmenter le BDNF. Méditation quotidienne pour renforcer la neuroplasticité dirigée. Exposition au froid pour entraîner la résilience à l'inconfort. Ce ne sont pas des options, parce que votre système nerveux est soumis à un stress immense pendant l'individuation. Si vous ne renforcez pas la base biologique, vous allez vous effondrer. Troisième phase, active imagination quotidienne. C'est la technique jungienne qu'Andrew Huberman ne mentionne pas, mais qui est critique. Tous les jours, 20 minutes. Vous vous asseyez en silence et permettez à des images de surgir spontanément de la psyché. Vous ne dirigez pas, vous observez et vous enregistrez, parce que pendant l'individuation, des contenus de l'inconscient collectif émergent constamment. Si vous ne créez pas un réceptacle pour eux, ils vous inondent. Ils deviennent des symptômes, anxiété, insomnie, pensées intrusives. Mais si vous créez un espace structuré pour qu'ils émergent, ils deviennent des alliés. Des guides, des intuitions. Quatrième phase, trouvez au moins une personne qui comprend. Pas forcément en personne, ça peut être en ligne. Ça peut être à travers le travail créatif de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Mais vous avez besoin d'au moins un point de référence qui valide que vous ne devenez pas fou. Parce que le gaslighting collectif est réel. Quand tout le monde autour de vous opère depuis une petite boîte, et que vous essayez de parler d'expérience de la boîte élargie, vous commencez à douter de vous-même. Vous avez besoin d'au moins une voix qui dit « Je vois ce que vous voyez. Je sens ce que vous sentez. Vous n'êtes pas seul. » Cinquième phase, documentez tout. Carl Jung a conservé le livre rouge. Vous avez besoin de l'équivalent, pas pour publier, pas pour partager, mais pour vous-même, parce que le chemin de l'individuation est non linéaire. Vous allez avoir des moments de clarté profonde, suivis de périodes de confusion totale, et quand vous êtes confus, vous avez besoin de pouvoir revenir au moment de clarté, lire vos propres mots, voir que vous avez déjà été ici avant, et que vous avez traversé. Ça crée de la résilience psychologique, de la confiance dans le processus. Et sixième phase, acceptez le rythme de la synchronicité. Vous ne pouvez pas forcer les connexions authentiques.
Vous ne pouvez pas accélérer le processus. Vous pouvez seulement devenir disponible pour lui. Et la disponibilité signifie solitude intentionnelle. Parce que quand vous êtes constamment distrait par des connexions superficielles, vous ne remarquez pas quand des connexions profondes apparaissent. La synchronicité requiert de l'attention. Et l'attention requiert de l'espace. Alors, créez de l'espace, même si c'est effrayant, même si tout le monde dit que vous vous isolez trop. Ils jugent depuis l'intérieur de leur boîte, vous opérez depuis une boîte élargie, les règles sont différentes. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment Andrew Huberman a validé ça neurologiquement sans jamais utiliser le mot individuation. Dans l'épisode avec Christophe Koch, ils ont discuté de quelque chose appelé Default Mode Network, le réseau cérébral par défaut. C'est le réseau qui reste actif quand vous n'êtes pas concentré sur une tâche spécifique. Quand vous rêvez éveillé, quand vous divaguez, et Christophe Koch a expliqué que ce réseau est responsable du sentiment de soi. Il crée et maintient votre narration d'identité, l'histoire de qui vous êtes, et voici le choc. Pendant la méditation profonde, pendant les états de flux, pendant les expériences psychédéliques, le Default Mode Network diminue dramatiquement. Et quand il diminue, le sentiment de soi fixe disparaît. Vous expérimentez ce que Christophe Koch appelle une dissolution des frontières, mais ce que Carl Jung appellerait une union avec le soi. C'est la même expérience, décrite dans des langages différents. Et les deux sont d'accord pour dire que cette expérience est transformatrice, parce que quand vous sentez la dissolution de l'ego, même temporairement, vous ne pouvez plus jamais croire complètement à la narration de l'ego. Et ça change comment vous interagissez avec la société, parce que la société est construite sur des égos performant des rôles. Quand vous réalisez que l'ego est une construction, une histoire que vous vous racontez, vous arrêtez d'investir dans la performance, vous arrêtez de compétiter pour le statut symbolique, parce que vous avez vu à travers le symbolisme, et les gens le sentent. Ils sentent que vous ne jouez pas le jeu, et ça les met mal à l'aise. Parce que le jeu ne fonctionne que si tout le monde prétend que c'est réel. Quand quelqu'un arrête de prétendre, l'illusion devient visible, et personne ne veut voir l'illusion. Alors vous êtes exclu, pas officiellement. Personne ne fait de réunion pour décider de vous exclure. Mais ça arrive organiquement, parce que les systèmes s'auto-régulent. Ils expulsent les éléments qui ne contribuent pas à la cohésion du système. Et vous, avec votre boîte de perception élargie, avec votre Default Mode Network affaibli, avec votre ego fluide, vous ne contribuez plus à la cohésion, vous êtes une perturbation. Alors le système vous expulse et vous disparaissez. Et voici ce que Carl Jung a vu que peu voient, cette disparition n'est pas un échec, c'est un succès, parce que l'objectif de l'individuation n'est pas de mieux s'intégrer dans la société, c'est de transcender le besoin de s'intégrer. C'est développer un centre de gravité interne tellement fort que la validation externe devient irrelevante. Et quand vous atteignez cela, quand vous n'avez plus vraiment besoin d'approbation collective, vous devenez libre. Mais la vraie liberté est solitaire, parce que peu de gens choisissent d'en payer le prix, et le prix est élevé. Carl Jung a presque sombré dans la folie. Il a perdu des collègues, sa réputation, sa sécurité psychologique pendant des années. Il n'était pas sûr d'en revenir, mais il est revenu et il a ramené une carte de la psyché que des générations après, nous essayons encore de comprendre pleinement. Et cette carte dit, si vous voulez devenir qui vous êtes vraiment, vous devez cesser d'être qui vous pensez être, et ce processus va vous isoler. Mais de l'autre côté de cet isolement, il y a quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais, une authenticité totale. Et c'est là où Andrew Huberman contribue, sans même s'en rendre compte. Tous ces protocoles, optimisation de la dopamine, régulation du cortisol, maximisation de la testostérone, tout cela renforce le système nerveux. Et vous avez
besoin d'un système nerveux fort pour traverser l'individuation. Parce que l'individuation est un stress neurologique intense. Vous êtes littéralement en train de réorganiser des structures cérébrales qui se sont formées pendant des décennies. Ce n'est pas un processus doux, c'est douloureux. Et si votre corps n'est pas optimisé, si vos bases biologiques sont faibles, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous replier sur d'anciens schémas. Alors voici la synthèse que peu de gens perçoivent. Utilisez les protocoles d'Andrew Huberman pour construire une fondation biologique inébranlable. Exposition solaire, exercice physique, sommeil, nutrition. Tout doit être optimisé. Mais ne vous arrêtez pas là. Parce qu'un corps optimisé, sans une psyché intégrée, n'est qu'un animal efficace. Utilisez la carte de Carl Jung pour naviguer dans le territoire psychologique. Identifiez vos complexes, affrontez votre ombre, intégrez vos archétypes et utilisez les outils d'Andrew Huberman pour maintenir votre biologie stable pendant que votre psychologie se transforme. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Vous pouvez tout faire correctement biologiquement. Et quand même vous effondrer psychologiquement. Parce que l'optimisation biologique augmente l'énergie. Et une énergie accrue sans direction psychologique devient destructive. Vous devenez hyper productif, mais existentiellement vide. Vous atteignez des objectifs, mais ne ressentez aucune satisfaction parce que vous avez optimisé le véhicule, mais vous avez oublié de demander où vous alliez. Et éventuellement, la psyché se rebelle. Elle force une crise, burn-out, dépression, perte de sens, parce qu'elle crie « Arrête d'optimiser » et commence à intégrer. Et quand vous écoutez enfin, quand vous vous arrêtez et demandez qui je suis vraiment, pas qui je prétends être, mais qui je suis quand personne ne regarde, quand tous les masques tombent, vous initiez l'individuation. Et à partir de là, la disparition devient inévitable. Parce que vous ne pouvez pas être authentique ET populaire, pas dans une société qui valorise la conformité. Vous devez choisir l'acceptation ou l'authenticité, l'appartenance ou le devenir. Et la plupart des gens choisissent l'appartenance, parce que les humains sont des animaux sociaux. L'exclusion est la mort au niveau instinctif. Mais certaines personnes choisissent de devenir, et ce sont celles qui disparaissent. Et Carl Jung a promis que de l'autre côté, il y a quelque chose de mieux que l'acceptation superficielle. Il y a la rencontre avec des personnes qui ont également choisi l'authenticité. Et ces rencontres sont rares, mais elles sont profondes, d'une manière que les connexions basées sur la conformité ne peuvent jamais l'être. Parce que quand deux personnes individuées se rencontrent, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de masque, il y a juste la présence. Et la présence pure est ce que tout être humain désire secrètement, mais que peu expérimente. Et Andrew Huberman a validé même cela. Christophe Koch a parlé de résonance neuronale. Quand deux personnes sont vraiment présentes l'une à l'autre, leurs ondes cérébrales commencent à se synchroniser, littéralement. Vous pouvez mesurer cela avec un EEG. Et cette synchronisation crée une sensation de connexion qui va au-delà des mots. C'est une connexion au niveau du système nerveux. Et c'est addictif, parce que c'est ce que la connexion devrait être, mais c'est rarement le cas. Parce que la plupart des interactions sociales se font à travers des personas, et les personas ne peuvent pas se synchroniser. Seuls les êtres authentiques le peuvent. Alors voici la vérité ultime. Les personnes spirituellement éveillées ne disparaissent pas parce qu'elles sont déprimées, elles disparaissent parce qu'elles évoluent. Elles migrent vers un nouveau protocole d'existence, un protocole que la société mainstream ne reconnaît pas encore. Et dans cette migration, il y a un isolement temporaire, mais ce n'est pas un isolement permanent, c'est une période de transition, comme une larve se transformant en papillon. La larve doit s'isoler dans son cocon. Elle doit se dissoudre complètement, avant d'émerger transformée. Et vous, si vous écoutez cela et que vous reconnaissez votre propre expérience dans ces mots, vous êtes dans le cocon. Et c'est effrayant,
parce que la dissolution ressemble à la mort, mais ce n'est pas le cas. C'est une métamorphose, et Carl Jung vous garantit que vous allez émerger. Andrew Huberman vous garantit que votre cerveau se réorganise de manière bénéfique. Et je vous garantis que l'isolement n'est pas permanent. C'est juste la nuit noire avant l'aube, d'une forme d'existence que vous n'imaginiez même pas possible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez saisi cette connexion entre Carl Jung et Andrew Huberman, entre la psychologie profonde et les neurosciences, vous avez réalisé quelque chose. Cette connaissance a été supprimée, pas malicieusement, mais systématiquement. Parce que l'académie sépare les disciplines. La psychologie ne parle pas aux neurosciences. La spiritualité est exilée. Et ce faisant, nous perdons la synthèse. Nous perdons la compréhension que nous sommes simultanément des animaux biologiques, des êtres psychologiques et des créatures spirituelles. Et optimiser seulement une dimension laisse les autres affamés. Et produire du contenu qui unit ces dimensions, qui montre les connexions que l'académie cache, cela coûte. Cela coûte de la recherche, cela coûte le risque d'être étiqueté pseudo-scientifique, cela coûte d'affronter les critiques des deux côtés. Les scientistes disent que Carl Jung est trop mystique, les mystiques disent qu'Andrew Huberman est trop réductionniste. Et essayer de construire un pont entre les deux, c'est être attaqué des deux côtés. Mais le pont doit être construit. Parce que les gens souffrent dans le fossé entre eux. Et c'est pour cela que le Super Thanks existe. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est un vote. C'est vous qui dites « continue à construire des ponts, continue à révéler les connexions que l'Académie a fragmentées », continue à traduire Carl Jung en langage neuroscientifique. Continue à montrer qu'Andrew Huberman redécouvre ce que Carl Jung a cartographié. Parce que quand vous cliquez sur le cœur doré, vous ne soutenez pas seulement un créateur, vous financez la synthèse, vous investissez dans la réunification des connaissances qui ont été artificiellement séparées. Et cette réunification n'est pas académique, elle est personnelle, parce que vous en avez besoin, parce que vous vivez dans le fossé, et vous avez besoin de la carte qui connecte les deux côtés. Alors, si cette révélation vous a aidé, si vous comprenez enfin pourquoi vous disparaissez et qu'il n'y a rien de mal à cela, considérez le Super Thanks, pas comme une faveur, mais comme un investissement dans la continuation de cette synthèse, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin, elle va révéler des connexions encore plus cachées. Et chaque Super Thanks me permet de continuer à le faire, au lieu de devoir créer du contenu générique pour l'algorithme. Et maintenant, la question qui définit tout. Êtes-vous en train de disparaître ou d'évoluer? Parce que de l'extérieur, ça se ressemble, l'isolement, la déconnexion, le retrait, mais de l'intérieur, la différence est absolue. La disparition, c'est l'effondrement, l'évolution, c'est la métamorphose. Et la seule façon de savoir, c'est de vérifier si vous faites le travail. Affrontez-vous votre ombre. Intégrez-vous vos complexes. Optimisez-vous votre biologie. Documentez-vous votre voyage. Ou vous isolez-vous simplement, de manière réactive. Parce que ça fait mal de se connecter. Parce que l'isolement réactif, c'est la fuite. Mais l'isolement intentionnel, c'est un écrin sacré. Pour la transformation, Carl Jung faisait clairement la différence. Il appelait l'isolement réactif l'inflation. Vous vous sentez trop spécial pour vous connecter avec les gens ordinaires. C'est l'ego spirituel et c'est un piège dangereux parce que ça ressemble à l'individuation, mais ce n'est que l'ego déguisé. L'individuation véritable inclut l'humilité. Vous réalisez que tout le monde est dans le même processus, juste à des étapes différentes. Alors vous ne vous sentez pas supérieur, vous vous sentez compatissant et patient et disposé à vous connecter quand la connexion est authentique, même si elle est rare. Alors, allez dans les commentaires maintenant et répondez honnêtement, sans vous juger, juste répondez.
Êtes-vous en train d'évoluer consciemment ou de disparaître réactivement? Parce que si c'est conscient, vous avez un protocole, vous savez que vous êtes dans le cocon et vous vous attendez à en émerger, mais si c'est réactif, si vous vous isolez parce que ça fait mal, sans faire le travail intérieur, vous devez ajuster. Parce que l'isolement sans intégration, c'est juste la solitude. Et la solitude sans but tue. Carl Jung vous donne la carte. Andrew Huberman vous donne les outils. Mais vous devez parcourir le chemin. Personne ne peut le faire pour vous. Et le chemin passe par la vallée de la solitude. Mais de l'autre côté de la vallée, il y a une façon d'exister que la plupart ne connaissent jamais, où vous n'avez pas besoin de performer, où les connexions sont profondes, où n'existent pas, où la synchronicité remplace l'effort forcé, où votre système nerveux n'est pas constamment en mode de menace sociale, où vous respirez enfin et dites « Ah, alors c'était ça, c'est ça, l'authenticité ». Et quand vous arrivez là, quand vous terminez l'individuation, quelque chose d'étrange se produit. Vous arrêtez de disparaître, pas parce que vous revenez dans la société mainstream, mais parce que vous trouvez votre tribu, les autres personnes qui ont aussi terminé le processus, et vous créez quelque chose de nouveau, pas une société comme l'ancienne, mais des communautés petites, basées sur l'authenticité et la non-conformité. Et ces communautés sont en train de surgir, silencieusement, hors des projecteurs. Mais elles grandissent, parce que plus de gens s'individuent que jamais. La boîte de perception collective est en train de se briser, et ceux qui en sortent en premier paraissent solitaires. Mais ils préparent le chemin, et Andrew Huberman le sait, Christophe Koch le sait. Pourquoi d'autres parleraient-ils d'expansion de conscience? Dans un podcast de neurosciences, ils plantent des graines, validant des expériences que l'académie traditionnellement pathologise, disant « Non, vous n'êtes pas fou, votre cerveau est en train de changer, et le changement cérébral génère le changement existentiel, et le changement existentiel vous sépare temporairement, mais vous connecte éventuellement avec quelque chose de plus profond. » Et Carl Jung le savait, il y a 100 ans. Il a écrit que l'individuation n'est pas un voyage vers la solitude permanente, c'est un voyage à travers la solitude jusqu'à l'authenticité. Et l'authenticité attire l'authenticité. Alors vous ne restez pas seul, vous arrêtez juste de vous connecter superficiellement et vous attendez des connexions qui méritent votre énergie. Parce que maintenant, vous savez que votre énergie est limitée et qu'elle est sacrée. Et qu'elle ne peut pas être gaspillée dans des performances vides. Alors oui, vous êtes en train de disparaître, mais pas permanentement. Vous êtes dans le cocon, et le cocon est sombre, et solitaire, et terrifiant. Mais il est nécessaire, parce que ce que vous êtes en train de devenir ne peut pas émerger, sans la dissolution complète de ce que vous étiez. Alors, faites confiance au processus, même quand il semble que vous n'allez jamais revenir. Même quand tout le monde dit que vous êtes en train de vous perdre, vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous trouver. Et se trouver, c'est terrifiant parce que ça signifie lâcher toutes les identités empruntées, tous les rôles confortables, toutes les certitudes collectives, et se tenir nu devant le miroir du soi et demander « Qui suis-je vraiment ?» Et Carl Jung promet que quand vous posez cette question avec un courage total, quand vous plongez assez profondément pour trouver la réponse véritable, vous émergez transformé. Vous revenez au monde, mais pas comme avant. Vous revenez comme un individu. Et les individus changent le monde parce qu'ils ne suivent pas les scripts. Ils en écrivent de nouveaux. Et les nouveaux scripts finissent par devenir de nouveaux modèles. Et les nouveaux modèles deviennent une nouvelle culture. Et la nouvelle culture, c'est comme ça que les espèces évoluent, une individuation à la fois. Alors, vous, qui êtes en train de disparaître, vous n'êtes pas un problème, vous êtes la solution, vous êtes la pointe de l'évolution humaine.
Vous testez un nouveau protocole de conscience, et c'est solitaire d'être un pionnier, mais c'est nécessaire, parce que quelqu'un doit y aller en premier, quelqu'un doit briser la boîte et montrer qu'il y a de l'espace au-delà. Et alors? Et d'autres suivent, et éventuellement, ce qui était marginal devient mainstream, et ce qui était pathologisé devient valorisé, et ce processus est en train de se produire. Maintenant, vous pouvez le sentir, la boîte collective est en train de craquer. Plus de gens questionnent, plus de gens se réveillent, plus de gens s'individuent. Et oui, plus de gens disparaissent temporairement, mais ils vont revenir, transformés. Et quand ils reviendront, ils vont construire quelque chose de différent, quelque chose qui honore l'authenticité, quelque chose où les boîtes de perception élargies ne sont pas des menaces, mais des dons. Et alors, finalement, les personnes éveillées n'auront plus besoin de disparaître, parce que la société aura de la place pour elles. Mais jusque-là, jusqu'à ce que cet avenir arrive, vous devez traverser, vous devez accepter la solitude, vous devez faire le travail. Vous devez faire confiance au fait que Carl Jung avait raison, qu'Andrew Huberman est en train de valider, que votre cerveau sait ce qu'il fait, et que de l'autre côté, il y a une version de vous que vous n'imaginez même pas encore. Une version complètement authentique, complètement intégrée, complètement vivante. Et ça vaut tout l'isolement. Pour y arriver, Carl Jung le garantit, Andrew Huberman le confirme. Et maintenant, vous le savez.